Mesdames, Messieurs, bonsoir. 40 ans au service de l'intégration, 40 années de dévouement à l'émergence économique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fête en somme 40 années d'existence. Ce matin, le président du Faso a officiellement lancé les activités commémoratives de cet anniversaire placé sous le signe des acquis de l'institution. Dans l'actualité également, la Poste qui se positionne malgré le numérique qui bouleverse le monde de la communication. Elle a son mot à dire dans cette ère des technologies et pour cela, la Poste burkinabé envisage de profondes réformes en son sein. La 4e journée nationale de la Poste, nous le verrons, rappelle la place de choix de l'ancêtre des réseaux sociaux. Et puis, ce soir, nous recevons comme invitée Madame Mariam Sankara, la veuve du président Thomas Sankara. Elle est pour la première fois sur ce plateau de la télévision nationale, venue depuis 1987. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. C'est donc parti depuis ce matin pour les activités commémoratives. 30 ans d'existence à la CEDEAO. Ce matin, sous l'égide du président du Faso, le programme de ces activités a été dévoilé aux différentes parties prenantes. La célébration même de l'anniversaire de l'espace communautaire aura lieu le 28 mai prochain à Ouagadougou. Claudine Bikaba. 1975, date de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au 28 mai 2015, cette institution aura 40 ans d'existence. 40 ans au cours desquels l'institution a connu des hauts et des bas. Nous nous devons de maintenir ferme et de renforcer la complémentarité et la solidarité entre nos États membres comme la pierre angulaire de notre processus d'intégration, en faisant toujours preuve d'ingéniosité, d'innovation, pour mieux attirer des capitaux étrangers dans notre espace communautaire. La CEDEAO a bâti sa crédibilité et son dynamisme grâce à la volonté politique et à l'engagement renouvelé des États membres et des différents acteurs. Des acteurs qui croient en sa capacité organisationnelle et de se constituer en une véritable locomotive pour renforcer le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, a souligné Michel Kafando, qui justifie cela par les acquis qu'elle a enregistrés jusque-là. Nous pouvons citer l'expérience de la CEDEAO dans la résolution des crises et son engagement dans les opérations de maintien de la paix dans l'espace communautaire, la suppression des visas entre les 15 États membres, aussi convient-il de relever certains grands chantiers intégrateurs d'ordre infrastructurel et aussi économique comme l'autoroute côtière Lagos-Accra-Abidjan-Dakar, l'autoroute de désenclavement de l'interland sahélo-saharien, la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou, le gazoduc ouest-africain et le pool ouest-africain de distribution d'électricité, qui sont autant de leviers devant booster le développement dans notre espace communautaire. C'est justement sur ces défis qui doivent être relevés par la communauté que l'introspection sera faite au cours de ces activités commémoratives lancées ici par le président du Faso. Un lancement marqué par l'exécution de l'hymne de la CEDEAO par la fanfare de la gendarmerie nationale. Et dans le même temps, des organisations de la société civile issues des pays membres de la CEDEAO tiennent toujours dans la capitale burkinabé une rencontre sous-régionale sur le renforcement de la lutte contre la corruption. Le projet est soutenu ici au Faso par le RENLAC et les participants vont surtout mener la réflexion sur des thématiques comme le blanchiment de capitaux et le flux financier illicite. Les précisions avec Amandine Lalsaga. La lutte contre la corruption, de plus en plus à la croisée des chemins. Autant il existe des motifs de satisfaction, autant les attentes des citoyens des pays en voie de développement sont grandes. Au Burkina Faso, le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, redouble d'efforts. La structure renforce ici les capacités des OSC, organisations de la société civile, pour une meilleure synergie d'action. Les participants échangeront sur le principe d'une rencontre annuelle des organisations sous-régionales de lutte contre la corruption et bénéficieront de communications sur la détection et la lutte contre le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites en Afrique,
sur la méthode de l'indice de perception de la corruption et sur le système national d'intégrité et de Transparency International, sur le mécanisme d'évaluation de la Convention des Nations Unies contre la corruption et sur la méthode d'élaboration du rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso produit par le RENLAC. Pour venir à bout de ces fléaux qui gangrènent les différents secteurs d'activité, le RENLAC peut compter sur le soutien sans faille du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Il est plus impérieux que les systèmes législatifs, juridiques et judiciaires prouvent aux citoyens leur capacité à traquer la corruption. Cela n'est pas du tout impossible, mais dépendra de l'engagement de tous et de chacun d'entre nous à prêcher et à pratiquer l'intégrité et la lutte contre la corruption. Durant 3 jours, ces organisations de la société civile, venues des 12 pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vont échanger et partager l'expérience de chaque pays en matière de lutte anticorruption afin de faire avancer l'agenda de la tolérance zéro dans le domaine de la corruption. Et la Commission de réconciliation nationale et des réformes poursuit ses actions sur le terrain. À Bobo-Dioulasso, les membres y ont déposé leurs valises pour 3 jours de travaux au menu des échanges avec les populations de la ville de Sia afin de collecter préoccupations et suggestions. Karim Sissé nous en dit plus. C'est la toute première fois que la Commission de réconciliation nationale et des réformes se déporte à Bobo-Dioulasso depuis sa création en mars 2015. Un déplacement pour mieux s'approcher des populations afin de recueillir leurs préoccupations et leurs suggestions. Il y a des blessures qui sont profondes, il y a des blessures qui ont du mal à se cicatriser. Maintenant, il faut réellement dialoguer avec tout le monde, avec les intéressés, donner aux uns et aux autres l'occasion de dire ce qu'ils ont réellement dans le cœur et aussi les efforts qu'ils ont déjà accomplis, les efforts qu'ils sont prêts encore à fournir et surtout les pistes qu'eux-mêmes ils entrevoient pour que nous puissions nous retrouver sur des chemins de vérité, de justice et de réconciliation. Depuis un certain temps, la capitale économique du Burkina Faso est en proie à des multiples crises sociales. Un sujet qui a été évoqué lors de cette rencontre. Il faut réellement qu'on ait une culture du droit. Voilà, une culture du droit qui fait qu'on peut réclamer, mais on réclame selon les voies du droit et on laisse le droit se dire et après on essaye de se plier au droit. Je pense que c'est autour du droit souvent que employés et employeurs peuvent s'entendre. 5 mois, c'est le délai fixé à la Commission de réconciliation nationale et des réformes pour déposer son rapport auprès du Premier ministère. Vu le délai, la Commission a mis en place des fiches qui pourront être remplies par toute personne ayant des préoccupations ou des suggestions. À Bobo-Dioulasso, ces fiches sont attendues au plus tard le 24 mai 2015. C'est un bien triste anniversaire qui sera commémoré le 24 mai prochain. Cela fera 1 an que le juge Salifou Nebié a perdu la vie dans des conditions tragiques. Depuis, un collectif a été mis en place pour réclamer justice pour cet ancien membre du Conseil constitutionnel. Aux médias, c'est une série d'activités qui ont été énumérées par le collectif qui réclame toute la justice et la vérité sur cette mort. Bouma Ernest Nebié. Le collectif Justice pour Salifou Nebié organise cette conférence de presse pour annoncer ses activités prévues dans le cadre de la commémoration le 24 mai prochain du premier anniversaire de la mort du juge constitutionnel Salifou Nebié. À Lyon, il y aura une procession silencieuse pour aller remettre une déclaration aux autorités administratives là-bas. Bon, à Ouara, le dimanche 24, le jour même de l'anniversaire, nous allons organiser un recueillement sur la tombe au cimetière de Goungé et à 10h, nous organiserons une conférence publique sur les crimes de sang impunis au Burkina. C'est précisément le 24 mai 2014 que le corps sans vie du juge Nebié a été trouvé sur la route aux environs de Saponi. Cette mort tragique avait suscité la colère des populations burkinabées qui ont exigé que la lumière soit faite sur cette affaire. La commémoration de cet anniversaire devra permettre au collectif de se situer sur l'avancement du dossier au niveau de la justice. Nous essayons d'obtenir des informations relativement à l'évolution de ce dossier.
Nous avons des bribes d'informations, mais nous n'avons pas encore toutes les informations. Et nous avons pris rendez-vous avec le procureur général hier. Malheureusement, ce rendez-vous n'a pas abouti. Mais nous allons essayer d'obtenir un second rendez-vous pour savoir à quel niveau se trouve la justice par rapport à ce dossier. Revenant sur les raisons de la mort du juge Salifou Nebié, le collectif dit ne pas être d'accord avec le rapport d'autopsie du légiste français Stéphane Chessois qui conclut que le juge Nebié serait mort d'un accident routier. Pour le collectif, il s'agit d'un assassinat et les auteurs doivent être retrouvés et punis à la hauteur de leur forfait. Il dit compter sur la bonne volonté de la justice burkinabé pour que ce crime ne reste pas impuni. Je vous le disais en titre, Mariam Sankara est l'invitée de ce 20h. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre ce collectif qui réclame donc justice et vérité sur la mort du juge Salifou Nebié. Est-ce que vous les comprenez? Je les comprends parfaitement, d'autant plus que moi-même j'ai déposé une plainte aussi pour assassinat de mon mari. Donc je les comprends. Quand il y a une impunité, il faut bien que la lumière soit faite, il faut qu'on finisse avec l'impunité. Donc on aille vraiment vers un état de droit où l'impunité sera bannie à jamais. Alors, dans le dossier de votre mari, le président Thomas Sankara, vous avez été entendu par le juge d'instruction. C'était le 18 mai dernier. Qu'est-ce que vous avez pu dire au juge qui puisse vous prendre 8 heures de temps? Je ne pourrais pas vous dire tout, mais c'était long, c'était nécessaire parce que j'ai déposé la plainte, je n'étais pas ici. Donc, il fallait que le juge m'entende, qu'il me pose des questions. Mais ça a pris du temps, effectivement, mais il le fallait, c'était bien. Et est-ce un soulagement pour vous d'avoir été déjà entendu? Bon, c'est un soulagement parce que, pour moi, ça veut dire que le dossier évolue. Parce que depuis que la plainte a été déposée, il n'y a jamais eu un pas vers le sens d'une ouverture. Rappelez-nous un peu la date de dépôt de cette plainte. J'ai déposé ma plainte en 1997, c'est-à-dire quelques jours avant la prescription. Parce que j'ai attendu pendant longtemps, depuis que les événements se sont passés, j'attendais en espérant qu'il y aurait une explication des circonstances de sa disparition. Et comme les 10 ans arrivaient, il fallait faire quelque chose, donc j'ai déposé la plainte. Et bon, j'ai déposé la plainte, il y a eu un collectif, mobilisation d'un collectif d'avocats militants pour me soutenir. Et les avocats ils ont usé tous les recours possibles au Burkina Faso. Et on a toujours été confrontés à un déni de justice. Et bon, voici que grâce à l'insurrection, on a en place la transition avec un gouvernement. Donc les autorités de la transition ont montré leur volonté de faire évoluer le dossier. Alors il y a eu un juge a été nommé, et c'est ce juge qui m'a entendu le 18 et qui écoute aussi d'autres personnes. Hein. Oui. Est-ce que, Madame Sankara, vous avez des appréhensions quant à la suite de ce dossier juridiquement lourd, pour reprendre un peu les termes de la ministre Joséphine Ouedraogo? Oui, en effet, c'est un dossier lourd. Mais j'espère que le dossier va aboutir. J'espère que sous la transition et même la transition, je pense qu'en dehors de ma personne et même de la famille du président Thomas Sankara, et c'est beaucoup de personnes qui attendent que cet assassinat, les circonstances de cet assassinat soient élucidées. Et bon, nous souhaitons et puis nous espérons vraiment que la justice va aller jusqu'au bout. Alors, sous la Révolution, il y a eu des moments assez difficiles. Est-ce que vous avez senti venir cette fin tragique, notamment la disparition de votre mari le 15 octobre 1987 ? Vous savez, quelle que soit la situation difficile, on ne pense jamais qu'il y aurait cette fin tragique. C'est vrai que quand on a un mari comme l'était Thomas,
Il était convaincu de ce qu'il faisait, convaincant. On ne peut que l'accompagner même si on a des frayeurs. Parce qu'il croyait à ce qu'il faisait et l'amour du peuple était important. Donc c'était difficile de l'arrêter, à continuer son œuvre. Est-ce que vous avez essayé de l'arrêter, de freiner un peu les ardeurs ou... Bon, je vous dis qu'il était déterminé, convaincant dans ce qu'il faisait. Oui, donc bon, quand on est avec lui, on croit que parce que c'était pour le peuple. C'est tellement vrai ce qu'il fait. Quand on voit ce à quoi ça peut aboutir, l'intérêt général, bon, je pense que c'est difficile de freiner. Bon, maintenant, ce qui peut arriver, personne ne sait ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Oui, que ça pouvait être tragique. Moi, à mon avis, on pouvait toujours l'arrêter. Comme certaines personnes qu'on a arrêtées, Nelson Mandela a fait la prison combien d'années, il est sorti. On pouvait aller jusqu'à enlever la vie d'une personne, je crois que c'est trop. Je pense que quel que soit le problème et tout ça, on ne devrait pas aller jusqu'à ôter la vie d'un individu. Alors, on sent beaucoup d'émotions quand vous parlez. Et puis, depuis 1987, vous résidez à l'étranger. On se souvient un peu de l'avion du feu président Omar Bongo qui est venu vous chercher, donc d'abord au Gabon, et puis vous êtes parti en France. Est-ce un choix personnel ou bien parce que vous subissiez des pressions quelconques? J'avoue qu'après le 15 octobre, j'ai été persécutée avec mes enfants. Il fallait qu'on parte. Et le président Omar Bongo a bien fait de nous faire partir. Mais sinon, l'exil, on ne le choisit pas délibérément. Mais je suis toujours restée attachée à mon pays. Et voilà, je suis contente de retrouver le peuple burkinabé et de fouler la terre burkinabé. Alors, vous évoquiez tantôt vos enfants, Philippe et Auguste. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus et est-ce qu'ils se sentent encore burkinabés et est-ce qu'ils comptent eux aussi revenir au Burkina Faso? Oui, ils sont burkinabés, ils viendront aussi à leur tour, ils viendront. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec Blaise Compaoré depuis l'assassinat de votre mari? Non, jamais. Est-ce que vous avez senti peut-être le besoin d'avoir des contacts? Non. Alors, le 17 mai dernier, vous avez applaudi l'intronisation de Maître Benewende Stanislas Sankara lors de la clôture de la convention de certains partis sankaristes. Est-ce une satisfaction pour vous de voir cette unité politique? Oui, je pense que les sankaristes avaient besoin de se mettre ensemble. Et cette union, vraiment, je salue. Et puis, c'est bien parce que c'est l'unité qui fait la force. Et donc, ils ont choisi un président qui est Maître Benewende Sankara. Je suis satisfaite et je le félicite. Je souhaite en tout cas qu'il puisse aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire des sankaristes. Et on vous doit beaucoup pour cette unité-là des sankaristes. Certaines informations même la lient à votre lobbying, Madame Sankara. Est-ce que c'est le cas? Non, je ne suis pas seule. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient cette unité. Et beaucoup de personnes ont travaillé pour cela, pour que l'unité soit réelle. Alors, est-ce qu'un jour, on pourrait vous voir engagé personnellement dans la politique, peut-être Madame Sankara, un jour au palais de Kossiam? Non, j'irais féliciter... En tant que locataire, je veux dire. Non, je pense qu'au Burkina, il y a beaucoup de femmes et d'hommes dignes, responsables, qui peuvent mener le projet de société qui va assurer un Burkina meilleur pour chacun des Burkinabés. Non, je n'ai pas cette ambition. Vous avez vu comment le peuple est sorti vous accueillir. Est-ce que ça ne vous donne pas des envies de vous engager politiquement? Mais je suis comme tout citoyen, j'ai mon opinion politique. Je suis un acteur politique, j'ai mon opinion, j'ai ma prise de position sur ce qui se passe au Burkina. Mais non, ça ne me donne pas envie d'être... Non. Je suis bien où je suis. Alors, merci beaucoup, Madame Sankara. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez l'invitée de ce 20h, Madame Mariam Sankara, la veuve de feu le président
Thomas Sankara. Dans la suite de ce journal, la justice, on en parle avec la tenue du conseil d'administration du département ministériel. La responsable qui est Mme Joséphine Ouedraogo est revenue sur la grève observée par les greffiers qu'elle juge incompréhensible. Elle défend sa position avec le comité interministériel mis en place pour mener la réflexion sur les revendications formulées par ces officiers de justice. Précision avec Draman Guéné. Au ministère de la Justice, l'heure est à l'énumération des défis que présente le nouveau pacte national pour le renouveau de l'institution judiciaire. Et ce conseil d'administration du secteur ministériel de la justice se veut un cadre idéal. Il ne s'agit pas simplement de regarder techniquement les engagements qui ont été pris et ce que nous sommes déjà en train de faire et le plan d'action. C'est l'esprit dans lequel nous devons nous mobiliser, nous responsabiliser pour la mise en œuvre de ce pacte-là. Pour ce qui nous concerne, dans quel esprit, avec quelle motivation, avec quel engagement est-ce que nous voulons aborder la mise en œuvre du pacte pour le renouveau de la justice? Un renouveau de la justice mis à mal depuis quelques jours par la grève des greffiers. Le ministre de la Justice déplore la situation et soutient qu'un comité est déjà à pied d'œuvre pour examiner leurs revendications. Il y a un comité qui a été mis en place. Ce comité, de toute façon, allait être mis en place, qu'il fasse la grève ou pas. Parce que ça fait partie du cheminement normal. Un comité conjoint, c'est-à-dire ministère de l'économie et des finances, ministère de la justice et les greffiers, en particulier les protagonistes, pour ensemble examiner les projets de décret d'application et notamment les exigences financières. Ça, c'était prévu dans le calendrier. Donc nous sommes en train de travailler, ce comité est mis en place, est en train de travailler, donc nous ne comprenons pas la poursuite de la grève, ça ne s'est jamais vu. Pendant que nous réquisitionnons ce que permet la loi, ils sont en train de démobiliser ceux qui sont réquisitionnés. Ce n'est pas normal. Joséphine Ouedraogo appelle l'ensemble des acteurs du monde judiciaire à honorer l'esprit du pacte pour le renouveau de la justice. Le gouvernement de la transition œuvre pour réparer les injustices du régime précédent, a précisé le ministre de la Justice. Si le recensement biométrique en a laissé filtrer certains, ils seront certainement rattrapés par le système dit de billettage afin d'épurer l'administration publique des agents fictifs et indélicats. Les salaires de ce mois de mai seront payés directement à la caisse sur présentation physique du fonctionnaire. Toute l'étendue du territoire est touchée par cette opération qui concerne les agents publics payés sur le système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, SIGASPE. Les détails avec Nathalie Savadogo. Tous les agents publics de l'État payés sur le système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, SIGASPE, devront sacrifier à la fin de ce mois à l'opération billettage. L'objectif est de renforcer l'action d'assainissement des dépenses publiques. Aujourd'hui, la masse salariale au niveau du Burkina Faso est en dehors des normes admises par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette norme est de 35% donc des recettes fiscales. Aujourd'hui, en tout cas pour la période de 2007 jusqu'à aujourd'hui, le Burkina est au-dessus de 40%. Donc il faut travailler à réduire cette masse salariale. Il est évident qu'il ne s'agira pas de diminuer les salaires. Et le principal levier, c'est augmenter donc, les recettes fiscales. L'opération billettage consiste pour chaque agent de la fonction publique à se présenter devant une commission pour percevoir son salaire du mois sur présentation de certains documents administratifs qui attestent de sa régularité. Le contrôle doit être permanent. Et vous savez bien qu'il y a une opération qui vient d'être réalisée, même qui est en cours, qui est l'enrôlement biométrique des fonctionnaires. Mais ce n'est pas une fin en soi. Cet enrôlement permet tout simplement, à un moment donné, d'immatriculer le fonctionnaire. Pour l'heure, Jean-Gustave Sanou présente ses excuses par avance aux fonctionnaires des désagréments que cette opération viendrait à poser. En rappel, la fonction publique compte environ 150 000 agents. Le point aussi est fait sur la tarification des services de gardiennage des engins dans la commune de Ouagadougou. Les prix varient en fonction de l'engin que vous avez, mais aussi des lieux que vous visitez. Le président de la délégation spéciale de la commune a animé une conférence de presse pour passer l'information conformément à un texte légal que nous présente Ini Wolkoy Janine Kamire. De médias, la nouvelle tarification des parkings dans la ville de Ouagadougou, c'est l'objectif de la conférence de presse organisée par la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou.
Conformément à l'arrêté du 13 mars 2015 portant fixation des tarifs de services de parking dans la commune de Ouagadougou, les prix varient de 25 à 500 francs selon les lieux et selon les engins. Cet arrêté fixe désormais le prix du parking devant les administrations publiques, les yards et marchés, les lieux de mariage et de baptême à 50 francs CFA pour les vélos, à 100 francs CFA pour les motos et à 200 francs CFA pour les véhicules à 4 roues. Devant les établissements scolaires, les universités, les écoles de formation professionnelle, les formations sanitaires et les pharmacies, les cimetières et morgues, le prix du parking est fixé à 25 francs CFA pour les vélos, 50 francs CFA pour les motos et 100 francs CFA pour les véhicules à 4 roues. Quant aux diverses manifestations que sont les concerts, les spectacles et autres loisirs, le prix du parking est de 100 francs CFA pour les vélos, 200 francs CFA pour les motos et 500 francs CFA pour les véhicules à 4 roues. Un arrêté qui pourrait contribuer à une réglementation efficace de l'occupation du domaine public dans la ville de Ouagadougou. Dans la vision de l'UMOA, les postes juxtaposés devraient permettre aux frontières des pays concernés de réduire au maximum les tracasseries douanières. Mais voilà que celui de 5 anciennes frontières Burkina-Togo connaît des difficultés dans son fonctionnement. La partie togolaise a même quitté les lieux et les usagers burkinabés, eux, se plaignent. D'où cette visite du ministre en charge des Transports, visite pour nous commentée par Daniel Kambou. Juste un pas et nous sommes dans l'ancêtre du poste juxtaposé de Sankainse. C'est là qu'a débuté la visite du ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports au niveau de ce projet pilote mis en place par l'UMOA en vue d'assurer une fluidité du trafic entre le Togo et le Burkina. Mais depuis son opérationnalisation, le poste juxtaposé de Sankainse rencontre de nombreuses difficultés qui ont parfois occasionné des manifestations. Cette situation d'insécurité a d'ailleurs été évoquée par la partie togolaise qui a quitté le site depuis un certain temps. Les difficultés, c'était surtout la lenteur dans le traitement des documents, des camions surtout. Mais je pense que depuis quand on avait commencé, vous avez vu qu'il y avait au moins près de 15 km d'attente de fil de véhicules. Aujourd'hui, comme on est à 2 km, on pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Pour que le poste juxtaposé de Sankainse soit véritablement dans les normes pour jouer efficacement son rôle, il faut des travaux de réhabilitation et ceux-ci sont actuellement en cours. Scanning s'est engagé à achever ses travaux d'ici le mi-juin 2015, les travaux de réhabilitation. Nous avons également la construction d'un bâtiment, le bâtiment qui va abriter les services de l'immigration. Et ces bâtiments-là également sont en cours. Pour lever toutes les équivoques, le ministre a tenu un entretien de plus de 2 heures de temps avec les acteurs en présence de Scanning System, concessionnaire de l'UMOA chargé de la gestion du poste. Les chauffeurs et les services de douane ont trouvé un terrain d'entente qui va permettre de fluidifier le trafic et les douaniers eux-mêmes trouvent des solutions pour désengorger. Le poste juxtaposé de Sankainse est un projet pilote qui fait partie d'une cinquantaine et dont le but est d'assurer une intégration économique au niveau des pays de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Rien ne va plus entre les populations de Perkwa et les responsables de la société Nantou Mining. De façon pacifique, elles ont campé sur le site d'exploitation de l'entreprise minière pour marquer leur mécontentement. Les manifestants font cas d'une rupture de confiance car Nantou Mining n'aurait pas tenu bon nombre de ses promesses faites aux populations riveraines. Isaïe Parkouda s'est rendu sur le site pour en savoir davantage et voici son reportage. Ces jeunes, hommes et femmes du village de Perkwa dans la province du Sanguier sont ici sur le site de la société Nantou Mining. Ils sont venus exiger l'amélioration de leurs conditions de vie.
sur leur plateforme revendicative figure en bonne place la prise en compte des jeunes de Percoin dans le recrutement du personnel de la mine. Ils réclament également une gestion transparente de la Fondation Nantou, bras armé de Nantou Mining dans la réalisation des actes sociaux. Ils nous ont dit quand même que non, que Nantou Fondation, chaque mensuel, on leur verse 13 500 000 francs. Donc on ne sait pas tout cet argent, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Et nous avons promis un centre d'alphabétisation, une collège, une maison des jeunes. Si vraiment ils négligent, ils refusent de réaliser ces infrastructures, mais vraiment ce n'est pas nécessaire que cette mine existe à Percoin. Face à ce mécontentement, le directeur général de Nantou Mining, en compagnie de son staff, est sorti écouter les doléances de la communauté en furie. Et selon lui, un programme de réalisation des différentes infrastructures est établi et l'ensemble des préoccupations et ses soulevés sont prises en compte. Percoin est bien, c'est bien pour nous. On ne va pas partir ici, aller à Koudougou ou bien à Rio pour aller acheter du pain. On doit pouvoir acheter du pain du Percoin. Si on a besoin de eau pour faire la nourriture ici, on doit pouvoir l'acheter du Percoin. Mais tout ça, sauf comment on dit, projet de développement durable. Notre engagement aujourd'hui, c'est très important. Des consultations se poursuivent pour trouver un terrain d'entente. Il s'agit d'une manifestation pacifique car aucun dégât matériel n'a été enregistré. Et les autorités locales étaient de la partie pour calmer les ardeurs des manifestants. Des partis politiques, nous évoquons ce soir le mariage d'idées entre l'ANC et l'ANAFA. L'Alliance nationale des centristes choisit de faire de l'ex-ministre de la diplomatie burkinabé son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour cela, l'Alliance dénonce l'adoption du nouveau code électoral et demande son retrait ainsi que la libération des ex-dignitaires du régime déchu. Aruna Marie. L'ANC, l'Alliance nationale des centristes, rejette le nouveau code électoral. Ce code n'est pas inclusif selon Dieudonné Bakouan. Devant la presse, le président de l'Alliance réaffirme sa position. Le nouveau code électoral, il faut le dire, est source de conflit parce qu'excluant une frange du peuple burkinabé, les privant de leurs droits fondamentaux, ceux d'être éligibles et électeurs aux prochaines joutes électorales dans notre pays. Nous l'avons déjà condamné et nous le condamnons à nouveau et demande son retrait pur et simple. La coalition s'oppose également aux récentes interpellations qui, selon elle, s'apparentent à une chasse aux sorcières. L'ANC exige donc la libération des personnes interpellées. Pour la présidentielle d'octobre prochain, l'Alliance mise sur Djibril Bassolé. Les partis membres de l'ANC estiment que la seule personne capable de diriger notre bateau à bon port est le général Djibril Ipene Bassolé. Et l'ont choisi comme leur candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. L'ANC, constituée de 15 partis politiques selon Dieudonné Bakouan, salue par ailleurs les conclusions des travaux du 47e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu les 18 et 19 mai derniers à Accra au Ghana. À leurs yeux, les recommandations du dit sommet les confortent dans leur position. Pour se faire entendre, cette coalition dit vouloir user de tous les moyens légaux. Je vous le disais en titre, la Poste a de beaux jours devant elle. C'est en tout cas la conviction affichée de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Face au numérique, l'ancêtre des réseaux sociaux fait le poids pour peu qu'elle opère des réformes en son sein. La 4e journée de la Poste en a fait cas et le reportage est de Hortense Evelyne Yelemou. Cette 4e journée de la Poste se tient dans un contexte caractérisé par la libération du secteur. Quoi de plus normal que de redéfinir les conditions d'exploitation et de régulation. Cette vision, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes veut la partager avec l'ensemble des acteurs de la Poste au détour d'une formation. Il y a beaucoup de compagnies de transport qui transportent du courrier, mais en réalité, ils ignorent les textes qui régissent le transport du courrier. Donc c'est comment organiser un guichet pratiquement même pour recevoir le courrier. Comment traiter les réclamations de ceux qui déposent le courrier à leur guichet.
Donc voilà les innovations que nous apportons. Nous contribuons à leur formation. La réforme devrait permettre, entre autres, d'approuver les tarifs du service postal universel et des services réservés, de veiller à la satisfaction des consommateurs en procédant à des contrôles de qualité des prestations conformément aux normes et pratiques internationales. Lorsque vous apportez votre courrier à un guichet, bon, la façon dont vous êtes reçu, même par l'opérateur, peut être quelque chose qui peut vous rebuter et vous empêcher de revenir vers cet opérateur. Donc par conséquent, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre, notamment dans l'organisation pratique de leur service. La session 2015 de la Journée de la Poste se veut donc une rencontre de consolidation et de collaboration entre les différents acteurs du domaine. On en vient à ce programme qui vise l'éradication du trachome et de la filariose lymphatique au Burkina Faso. Pour cela, la prévention est au cœur de la stratégie dénommée « Management de la morbidité et prévention des incapacités liées à ces pathologies ». Une prise en charge gratuite des patients est également prônée par Hélène Keller International qui pilote le projet jusqu'en 2020 au Burkina Faso. Ini Janine Walkoy Kambire. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait de la lutte contre les maladies tropicales négligées une de ses priorités. La filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, le trachome et les vers intestinaux sont combattus à travers des programmes préventifs de santé. Sensible aux efforts fournis par notre pays dans l'objectif d'enrayer ces pathologies, le peuple américain finance le projet MMDP, le management de la morbidité et prévention des incapacités liées au trachome et à la filariose lymphatique. Il sera mis en œuvre par Hélène Keller International en partenariat avec le ministère de la Santé. C'est un engagement de 5 ans du peuple américain à travers son agence de développement international qu'on appelle USAID et qui va permettre normalement d'opérer gratuitement tous les patients qui souffrent de trichiasis et également certains cas d'hydrocèle ou de lymphodème. Pour atteindre les objectifs du projet MMDP, il est capital pour l'ensemble des acteurs de la santé et des partenaires réunis en atelier de s'accorder sur les stratégies et les meilleurs axes d'intervention. Les malades sont éparpillés dans la population et pour les recruter, ce n'est pas facile. Donc, quelles seront les stratégies, les meilleures stratégies à utiliser, tirant leçon de ce qui se passe dans d'autres pays qui ont déjà passé aussi ces programmes-là, pour qu'au Burkina Faso, on puisse vraiment facilement identifier ces malades-là. Tout au long des 5 ans que va durer le projet, le nombre de personnes concernées est estimé à plusieurs milliers, répartis dans les 70 districts sanitaires du Burkina. Et puis, une conférence internationale a réuni plus d'une centaine de participants venus de Turquie, d'Arabie Saoudite ou encore de Jordanie au Burkina Faso autour de la biographie du prophète Mahomet. Ils ont été édifiés sur la méthode du prophète dans la compréhension et la construction de l'individu et de la société, une méthode basée sur l'éducation, nous dit Adama Koulibaly. Inspiré de la vie du prophète Mahomet pour la construction de l'individu et surtout de la société, c'est le contenu d'une série de communications dans le cadre de cette conférence internationale sur la biographie du prophète, notamment dans son volet enseignement. Plusieurs érudits des sciences islamiques se sont retrouvés à Ouagadougou sous l'égide du magazine turc IRA. C'est bon? Cette conférence est sur la biographie du prophète Mohammed sur le thème que le prophète est une personnalité qui peut construire la société. C'est de construire l'humanité et régler les problèmes, que ce soit le protestant, que ce soit le musulman. C'est pour régler même les problèmes de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Cette première conférence au Burkina Faso se tient de concert avec les associations islamiques qui attendent beaucoup d'enseignements au sortir des échanges. Les conférenciers qui vont donner ces conférences-là, ils vont donner exactement quel a été le comportement du prophète réel dans sa communauté, contrairement à ce que les gens enseignent et ce qu'ils sont en train de faire. On crée un groupe ici, on laisse la barbe, on sort, on crie haut. Voilà. Non, ce n'est pas ça l'islam. Donc c'est pourquoi j'ai souhaité que nos marabouts, nos imams puissent
prêter beaucoup attention. Parce que personnellement, j'ai assisté à d'autres conférences organisées par le même chose en Turquie. Et je sais le niveau est très élevé et le niveau est important. Selon M. Savas de IRA Magazine, l'enseignement du prophète vise à mettre l'homme au niveau supérieur afin de transcender toutes les divergences d'ordre religieux, d'où la présence des communautés catholiques et protestantes aux côtés de leurs frères musulmans. Le point sur la tarification des frais de parking, mais surtout le mouvement d'humeur hier dans la commune rurale de Samba sont des sujets longuement commentés dans les quotidiens de ce 21 mai. La revue de la presse est avec Jacques Lamissa Tarpaga. C'est un fait divers qui alimente la plupart des quotidiens ce jeudi. Dans la commune de Samba, des manifestants exigent la tête d'un homme arrêté par la gendarmerie, écrit le quotidien. Ces manifestants, principalement des femmes, accusent l'homme d'être spécialisé dans l'assassinat des femmes. Celui-ci s'introduit la nuit dans les concessions. Il s'en prend uniquement à des femmes en les assommant à l'aide d'une pierre. Un témoignage rapporté par le journal. Ce fait est également repris par l'observateur Palga. La voie menant à la gendarmerie de Saba est restée barrée toute la journée d'hier, nous montre l'Obs. Selon les manifestants, en seulement un mois, ils ont constaté l'assassinat de 5 femmes de leur commune. Et la manifestation visait à vérifier que l'individu est bel et bien en garde à vue, car l'on soupçonnait la gendarmerie de l'avoir libéré. Le pays, lui, nous informe que le présumé assassin aurait violé et tué 8 femmes. Le journal précise que les femmes en colère voulaient plutôt en découdre avec leur présumé assassin. Autre chose, les tarifs du parking dans la ville de Ouagadougou sont fixés. Les propriétaires d'engins divisés, les gérants de parking s'en réjouissent. Le journal a promené sa plume pour recueillir les avis des uns et des autres. Des prix consensuels, l'on retient entre 25 francs et 500 francs concernant les vélos, les motos et les automobiles. Le quotidien d'État rappelle que la décision unilatérale de fixation des tarifs par les gérants avait provoqué des protestations. S'agissant du respect de ces tarifs, Citoyen rapporte que si des usagers signalent des gérants indélicats, ceux-ci seront sanctionnés. Terminons par cette information à la une du journal Le Pays, le financement des élections. Dans une grande interview, le ministre chargé du budget affirme que l'État recherche encore 20 milliards pour les élections. Le gouvernement a un plan B, déclare-t-elle, et ce plan B permettra de tenir les élections à bonne date. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière session du journal. Bonsoir.